For Agilon yarn doesn't only stretch up and down, it stretches two ways, like this. And like this. Stockings of Agilon yarn give more beauty in the beauty zone, the area between the ankle and the knee that everyone sees. Stockings of Agilon yarn give more comfort in the comfort zone, from knee to thigh. That's the big area of stocking stress and strength. L'ensemble de la lingerie féminine va bénéficier des avantages du nylon, en particulier la gaine, outil indispensable aux normes du New Look. Elle serre la taille et elle aplatit le ventre tout en permettant d'accrocher les bas. Ce descendant direct du corset connaît ainsi un renouveau qui en fera l'une des pièces les plus vendues par les marques de prêt-à-porter. Dès lors, la lingerie va totalement se démocratiser. Elle se montre partout et surtout au cinéma. Pas une actrice de l'époque qui ne pose en dessous ou qui affole les spectateurs de ses courbes affriolantes. La poitrine, notamment, va devenir une obsession de l'époque. Christian Dior a voulu retransformer le corps des femmes et le rendre un peu plus provoquant. Donc pour le rendre plus provoquant, il a souligné la poitrine, c'est-à-dire que les seins sont obus, pointus, et c'était basique, je veux dire, ça n'avait rien d'agressif. C'était parce que si on avait des seins bien pointus, on avait la taille fine. Le sein très pointu a été vraiment tout de même une révolution, parce que la femme montrait sa poitrine. Je crois que c'était vraiment un dessin de couturier qui voulait dessiner une silhouette de femme. La corsetterie revient à la mode de manière incroyable, incarcérée dans la robe elle-même. Les robes de Dior, ce sont des robes extrêmement épaisses, avec des matières très luxueuses, très épaisses, et qui ont des éléments, elles ont des éléments de corsetterie qui déjà visent à rebâtir le corps féminin. Christian Dior, il rêve d'une femme de la Belle Époque, d'une femme du Second Empire, d'une femme du XVIIIe siècle. C'est son horizon historique, c'est son horizon de fantasme. Cette espèce de femme-là, cette femme qui est toute en féminité, qui est sur un piédestal, qui n'a même pas besoin de bouger, et qui est dans une sorte, qui est faite pour la consommation du regard, éventuellement la consommation du désir. Un fantasme parfaitement bien saisi par le cinéma hollywoodien qui, pendant les années 40 et 50, va porter à l'écran des créatures à la sensualité exacerbée. Une érotisation de la femme qui n'est plus cachée comme par le passé, mais bel et bien en voie de banalisation. 1953 marque la naissance du magazine Playboy, tandis que la vogue du striptease s'empare de l'Amérique. Les icônes du genre, comme Betty Page, vont contribuer à faire de la lingerie, mais aussi de la femme, des objets de fétichisation. L'époque est aux archétypes et celui de la femme moderne n'est pas le plus facile à assumer. À la fois femme d'intérieur et pin-up, elle se doit d'être parfaite jusqu'au bout des ongles. Cette image de pin-up correspond aussi à celle de la ménagère du Salon des Arts Ménagers, où on voit une femme avec joliment dessinée, avec toutes ses formes féminines, en train de manier un balai. C'est l'image, enfin un balai, un aspirateur plutôt. C'est le retour à la notion d'une femme qui est là pour plaire à son mari, pour s'occuper de ses enfants et d'entretenir sa maison. Et c'était un petit peu ce qui était recherché après-guerre. Quand les hommes sont revenus de front, il fallait que les femmes laissent leur place au travail aux hommes. Et donc on avait besoin à nouveau que les femmes prennent le chemin de leur foyer.
Ces années 50 correspondent à une époque où la mode est celle d'une femme qui n'est pas une femme active, qui est une femme en représentation, un peu comme elle l'était au XIXe siècle. Au début des années 60, ces schémas de société et les tenues vestimentaires qui vont avec ne font plus tout à fait rêver les jeunes filles. La jeunesse prend le pouvoir. La jeunesse prend le pouvoir et impose sa propre image, ses propres critères de beauté. Et cette jeunesse, c'est une jeunesse d'adolescence, ce sont les enfants du baby-boom qui arrivent sur le marché et qui vont bouleverser tout le système de la mode, aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs. Et surtout, cette jeunesse a un corps absolument différent de la génération précédente. Cette jeunesse, c'est un corps d'adolescent, donc une fille qui est à peine formée, qui n'a pas de seins, des seins très petits et très hauts, pas de hanches, pas de fesses, qui a des jambes longues. Et ces filles, évidemment, n'ont pas besoin de lingerie. Elles se dispensent de soutien-gorge, elles se dispensent de sous-contraignants, elles ont besoin de rien maintenir. Donc, et puis de toute façon, elles vont se mettre en pantalon. Elles vont se mettre en pantalon, sous les pantalons, la lingerie est réduite au minimum. Et puis, elles vont se mettre en mini-jupe. Jamais dans l'histoire, les femmes n'avaient osé dévoiler à ce point le bas de leur corps. En montrant leurs jambes dans leur intégralité, c'est un véritable tabou qui tombe. La mini-jupe, c'est le fantasme de l'accessibilité immédiate du sexe féminin. Un accès qui est public quasiment. C'est pour ça que ça a été un trauma érotique d'une certaine manière. C'est en cela que c'était une provocation absolument incroyable. Il y a un interdit. Il y a l'interdit qui est l'interdit fondamental, qui est celui du sexe. On ne montre pas le sexe. Pendant des siècles, on ne l'évoque même pas. Une pudeur qui, non sans paradoxe, fera que les femmes ne porteront pratiquement jamais ni culotte ni pantalon ou caleçon jusqu'au début du XXe siècle. Quant à montrer ses jambes, cela désignait trop clairement ce qu'il convenait de ne pas nommer chez la femme. Le sexe de la femme a toujours été disponible en fait. Quand on regarde les choses, la femme est toujours restée en robe et le bas du corps a été dissimulé sous des paniers, dissimulé sous des jupons superposés. Donc elle était toujours disponible par définition puisque son sexe était ouvert. Disponible mais caché. Tout au long du XIXe siècle, les femmes auront interdiction de porter le moindre pantalon sous leur jupon, exception faite des danseuses de French Cancan ou des sportives. Pour toutes les autres, montrer ses jambes ou même les évoquer par le port d'un pantalon est un délit pénal. Dans les années 60, lorsque les mini-jupes apparaissent, la révolution est donc totale. Mais elle ne sera possible que par l'invention d'une nouvelle pièce de lingerie, le collant. C'est le symbole, le collant de la lingerie des années 60. Il est synonyme de liberté, on peut montrer ses jambes, faire la roue, courir, sauter, sans avoir peur de dévoiler l'invoilable, ce qui est une première. Avant qu'il y ait le collant, les femmes portaient des bas. Donc, qui dit porter des bas, dit porter des jarretelles, donc des gaines pour tenir les bas. Tout d'un coup, passant au collant, il n'y avait plus cette démarcation, donc les jupes ont pu remonter, et puis surtout les femmes se sont dit, finalement, je n'ai pas nécessairement besoin de porter une gaine avec des jarretelles, je peux me contenter de porter un slip en coton. Et c'est ça qui a tout changé, et ça a été une vraie révolution. Jamais, sans doute, un dessous n'allait autant se retrouver en phase avec le désir de liberté des femmes. Plus libres, plus indépendantes,
elles vont également obtenir des législateurs un certain nombre d'avancées décisives. Dans les années 1965, la femme aura presque acquis tous ses droits, tous les droits de disposer de son corps comme elle l'entend. Il ne faut pas oublier les lois sur la contraception vers 1968-69, ensuite la loi sur l'avortement en 1975. Au début des années 70, alors que la lingerie traditionnelle est en déclin, le mouvement de libération des femmes va y voir un symbole réjouissant de leur émancipation. Les féministes revendiquent le droit de se libérer de toute forme d'asservissement, parmi lesquels figurent le soutien-gorge, la culotte ou les talons hauts. La lingerie est en crise, ça c'est clair. Les fabricants s'arrachent les cheveux parce que les femmes veulent des soutiens-gorge transparents, des soutiens-gorge qui servent uniquement à maintenir, qui ne soient plus tout sexy, qui soient beaucoup plus légers, beaucoup plus confortables. C'est à cette époque que les bretelles élastiques sont inventées. Et puis toutes les années 70 vont poursuivre sur cette voie, l'unisexe, la confusion des genres. Le sous-vêtement est méprisé dans sa fonction érotique. L'attrait pour la lingerie réside désormais dans ses seules fonctions de confort, de maintien et de discrétion. Des caractéristiques qui feront pendant des années le succès de Playtex. Cœur croisé de Playtex. C'est vrai, aucun soutien-gorge ne maintient de cette façon. Avec ses rubans élastiques, il sépare et soutient parfaitement. Je n'ai jamais été aussi bien. Mais malgré ces réussites commerciales, beaucoup de marques disparaissent et le marché de la lingerie reste plus que jamais en crise. À partir de ce moment-là, il va y avoir une réflexion de la part des industriels et des professionnels du secteur pour relancer, pour redonner goût à ces jeunes personnes de porter de la lingerie. Et ils vont opérer des profonds bouleversements dans leur manière de penser, dans leur manière de marketer, dans la conception des pièces mêmes. Beaucoup vont trouver la parade. Dim, par exemple, qui a déjà lancé son collant de 68, va lancer de la lingerie en s'adressant toujours aux jeunes femmes, mais en conservant ce message d'humour pour montrer qu'après tout, on peut très bien être jolie sans être contrainte par un soutien-gorge, tout en portant un soutien-gorge malgré tout. Pour voir des seins comme ça, un soutien-gorge qui est fait comme ça. Un soutien-gorge Dim préformé en satin empli douillet. En continuant ces campagnes de publicité sur le ton de la légèreté, sur la bonne humeur et la joie de vivre et la simplicité du quotidien, ils réussissent vraiment à amorcer ce passage et à réintroduire en filigrane la lingerie. Des couleurs, du confort, du maintien et des produits qui s'achètent partout à des prix de plus en plus bas. C'est le début de la consommation de masse et la lingerie ne fait pas exception. Mais en devenant un produit comme les autres, elle se banalise et s'éloigne de plus en plus de son aura de raffinement et de luxe. En France, tous les petits fabricants de lingerie sur mesure, tous ces artisans-là disparaissent. Ce sont les fabricants industriels qui prennent le relais définitivement. Donc le sous-vêtement prend une autre fonction, prend une autre dimension et il se laisse même un peu oublier. C'est à ce moment-là, au cours des années 70, que va arriver des jeunes créatrices issues plutôt du prêt-à-porter qui vont apporter un regard neuf sur le domaine de la lingerie. À la fin des années 70, les créatrices de prêt-à-porter sont jeunes et elles sont les premières générations à bénéficier pleinement de l'émancipation des femmes. Parmi elles, Chantal Thomas, qui commence à s'inspirer de la lingerie pour ses propres collections de vêtements. C'était une période où la lingerie n'était pas à la mode et tout ce qu'on proposait c'était couleur chair, beige, blanc.
Donc j'ai eu du mal, comme moi je voulais faire de la couleur, je voulais faire des jolies matières. J'ai trouvé un fabricant qui était à Lyon et qui fabriquait principalement des sous-vêtements pour Pigalle, dans des vilaines matières, mais des guêpières par contre, des guêpières, des soutiens-gorge balconnais. Et je lui ai apporté des matières et je l'ai fait travailler sur de la lingerie sexy, mais dans des jolies matières. Ce qui représentait un carcan pour les jeunes femmes des années 50 revient ainsi sur le devant de la scène par le biais de la mode, à une époque où de nombreux magazines féminins sont acquis à la cause féministe. En fait, j'ai pas été vraiment attaquée par les féministes parce que, comme je l'ai traité avec humour et fantaisie et avec un côté ludique et mode, ça n'a pas été vu comme un objet sexuel pour séduire les hommes. Pour ma génération, à l'époque, ça a été au contraire la lingerie. C'est un truc en plus pour séduire. On est des femmes, montrons nos différences.